Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti. Bienvenue dans mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'échanger avec l'autrice et illustratrice Lucie Albrecht. Récemment parue, sa BD intitulée Le Complexe illustre les dérives de la médecine et de la chirurgie esthétique. C'est le fruit d'un décryptage éclairé des codes beauté véhiculés par la télé-réalité, les réseaux sociaux et certains influenceurs-influenceuses épris de perfection. Une dystopie prenante portée par un style graphique et un choix de couleurs percutants. Micro. Bonjour Lucie Albrecht, tu es autrice et illustratrice et ta BD Le Complexe, récemment parue, illustre les dérives de la médecine et de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur le sujet ? Bonjour. Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire sur le sujet, je crois que c'est les vidéos que j'ai vues sur YouTube en 2018, où on commençait à voir un petit peu les vlogs des influenceurs candidats télé-réalité. Et il y avait notamment une vidéo où on suivait une influenceuse qui allait faire un séjour médico-esthétique en Tunisie pour subir 3 opérations de chirurgie esthétique. Et on voyait un petit peu tout le processus, le jour 1, la rencontre avec les docteurs, l'hôtel, enfin voilà, et c'était un peu romantisé, un petit peu montré comme ça sous un angle très glamour, on va dire. Oui. Et en même temps, il y avait une interview d'elle qui disait qu'elle avait eu justement ses complexes suite à des commentaires sur Twitter après un passage à la télé, et qu'avant elle complexait pas du tout sur son corps, quoi. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est donc les gens sont capables en fait de nous pousser à détester son corps et à aller jusqu'à subir une opération pour changer, oui, pour les autres, quoi. Et je me suis demandé si elle le faisait pour elle-même ou pour les autres. Et après, j'ai imaginé tout un scénario autour de ça, quoi. Oui. Ça, c'est une question que je pose souvent dans mon podcast, d'ailleurs. En tout cas, l'idée de bien réfléchir à ce qu'on attend d'une intervention et si on l'a fait vraiment pour soi. Alors d'ailleurs, bravo pour le titre qui évoque le défaut corporel qui pose problème chez une personne, mais aussi ça recouvre une autre réalité, mais je ne vais pas dévoiler, comme ça les auditeuristes iront lire ta BD. Alors comment as-tu enquêté sur le sujet ? Tu as suivi certains comptes sur les réseaux sociaux, des émissions, documentaires, ou bien tu as pris rendez-vous chez un chirurgien esthétique pour voir comment ça se passait dans sa salle d'attente et... Ah, j'aurais adoré faire ça, oui. J'avoue. Mais non, je ne suis pas allée jusque-là. J'avais pour idée d'aller faire un reportage photo. En tout cas, j'aurais bien aimé suivre une personne qui allait... je sais pas si on dit subir une opération, du coup, si c'est par choix. Je sais pas si le terme subir est cohérent, mais bon. En tout cas, ouais, j'aurais bien aimé suivre quelqu'un dans tout son cheminement et tout, et en faire un reportage photo, pouvoir accéder au blog et tout, ça m'aurait trop plu. Mais ouais, non, là, pour le coup, c'était vraiment plus la question du capitalisme et autour de cette industrie, quoi. Et comment, en fait, le corps est devenu un objet de consommation, comment on le vend, etc. Plutôt que vraiment comment ça se passe à l'intérieur du bloc opératoire, quoi. Oui, c'est plus sûr. Un peu toutes les dérives avec les influenceurs, les candidats télé-réalité qui commencent à vendre des produits aussi, avec des placements de produits un peu frauduleux, quoi, sur les réseaux. Ouais. Tout ça, en fait, toute l'histoire s'est un peu inspirée de faits d'actualité qui me tombaient dessus. Et en fait, à force de chercher, on n'a que ça, quoi, dans notre algorithme. Donc j'avais du mal à m'arrêter, quoi. Oui. Qu'est-ce qui t'interpelle dans la facilité avec laquelle on recourt désormais à ces procédures médicales ou chirurgicales ? Comment, parce que ton personnage, le docteur Nazer, dit on vient se débarrasser de tout ce qui empêche de devenir la personne qu'on mérite d'être. Ce qui m'interpelle un petit peu, c'est la facilité avec laquelle maintenant c'est accessible, quoi. Oui. Et dont aussi on imagine le corps comme quelque chose de modulable et comme chez Ikea, quoi. On peut acheter son nez, son oreille, et on voit plus du tout ça comme un ensemble. C'est vraiment, on sépare parcelle par parcelle chaque partie du corps. Et en fait, les progrès là, technologiques, scientifiques, biotechnologiques, etc., font qu'il n'y a plus aucun centimètre carré de notre corps qui est pas commercialisable, quoi. Ouais. Qui peut échapper à la transformation. Ouais, c'est ça. Et puis je me rends compte aussi que moi-même je suis victime de ce genre de choses en achetant par exemple plein de sérums pour la peau, alors que au final on aurait peut-être besoin que d'une crème et ça suffit, quoi. Mais enfin voilà, il y a plein
Enfin, c'est devenu vraiment un business et tout le langage, même marketing, et le langage aussi qu'ils utilisent pour nous vendre des produits. Oui. C'est un peu comme si on nous poussait à détester notre corps et on nous parle du corps comme quelque chose de malade ou en tout cas quelque chose à régler. Y a des produits maintenant, des sérums, des crèmes, etc., qui sont vendus comme si c'était quelque chose de scientifique avec un nom très... épuré ou enfin en tout cas comme si c'était un remède miracle à quelque chose qu'il fallait effacer. Oui. Qu'on n'a plus le droit de vieillir et c'est considéré voilà comme une maladie. Il y a même plus de représentation en fait de personnes de plus de 50 ans dans des publicités à la télé. Enfin c'est très codifié et puis le fait d'être H24 sur les réseaux sociaux ça aide pas. Ça n'aide pas à se sentir en paix avec soi-même. Ouais. Et toi-même, dans ton entourage, il y a des personnes intéressées par ces procédures et qui ont eu déjà l'idée de transformer une partie de leur visage ou de leur corps ? Oui, j'ai une amie qui a fait refaire son nez. Et sinon, je pense que beaucoup de personnes y songent ou y ont pensé, mais ne l'avouent pas forcément. Après, je sais pas, je suis pas dans leur tête, hein, mais j'imagine qu'on a tous à un moment donné complexé sur une partie de notre corps et que... En fait, moi, la question que je me posais en écrivant cette histoire, c'est ok, si on me proposait de modifier mon corps pour avoir un corps parfait en 5 jours, un peu comme une baguette magique, quoi, un peu par miracle, en étant sûr qu'il n'y a pas de séquelles, etc. et tout, est-ce que je refuserais ? Et bon, maintenant, j'ai peut-être beaucoup plus réfléchi à la question, donc, et je sais un peu ce que ça encourt, etc. Donc voilà, mais je pense que... tu n'es c'est quand même pas sûre que chose... tu aurais refusé ? Ben, là, j'ai envie de dire non, quoi. J'ai envie de dire, bien sûr que non. Voilà, il faut accepter son corps tel qu'il est, etc. et vivre avec. Mais je pense que c'est difficile aussi pour certaines personnes de se dire que ça n'a aucun impact sur leur vie et que voilà, ça va pas leur permettre, je sais pas, de trouver un job ou d'avoir un peu... En fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens peuvent voilà, accéder à... des modifications corporelles, on va dire. Il peut y avoir un besoin aussi de montrer sa personnalité ou de s'exprimer. Enfin, oui. Voilà, quelque chose de... En fait, mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux, un peu une revendication aussi. Ça peut être quelque chose de réparateur, ça peut être... Mais bon, là, c'est pas vraiment le sujet, c'est plutôt comment on crée en fait un besoin qu'on n'avait pas forcément au début, quoi. Oui, c'est sûr. Et aujourd'hui, les jeunes générations vont plus aisément se faire injecter ou opérer que leurs aînés. Et il y a même, tu as dû le voir sur les réseaux sociaux, tu as même des très jeunes personnes autour de la vingtaine qui peuvent aller se faire lifter. Oui, il y a plein de choses là. Franchement, ça fait peur. Je vois tous les jours des nouvelles trends. En plus, c'est un peu des modes. Oui. Il y a des modes esthétiques, donc les foxy eyes, tout ça. Il faut avoir le visage, on appelle ça le Instagram face, donc avec des codes très précis de à quoi doit ressembler ton visage. Et en fait, on se rend compte qu'avec les années, le visage parfait, entre guillemets, il évolue tout le temps. Donc en fait, si on commence, on n'a jamais fini, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça m'a fait relativiser, en tout cas, de me renseigner un petit peu sur le sujet. Je me suis dit, mais en fait... ça sert à rien de commencer un truc, après on sera plus dans le coup dans quelques années, il faudra rechanger des choses, machin, enfin. Oui, c'est une course sans fin en fait. C'est ça, ouais. Alors toi, c'est l'existence même de ces procédures qui pose question, le business autour de cette quête de perfection ou la façon dont certaines personnes finalement y recourent, parfois j'allais dire sans réfléchir, mais surtout sans mesurer finalement le risque de tomber dans l'engrenage ou peut-être de se faire opérer, peut-être pour une mauvaise raison justement, plus pour ressembler à ses pairs et appartenir à une communauté que pour être aligné avec soi-même en fait. Je pense que en fait, ces personnes-là ne sont pas à blâmer ou à juger parce qu'elles sont vraiment, je pense, victimes de tout le système qui fait en sorte qu'elles puissent penser comme ça, s'identifier à des personnes. Donc par exemple, très clairement, les candidates de télé-réalité, on y revient tout le temps, mais c'est souvent les modèles, les premiers modèles, en tout cas... au niveau de l'esthétique, à qui on a envie de ressembler, ou alors des photos de soi avec un filtre, etc. Et en fait, tout est fait pour que
pour qu'on déteste notre corps et qu'on ait envie de ressembler à un idéal qui n'existe pas dans la nature, quoi. Oui. Irréalisable souvent aussi. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais interviewé dans le podcast une directrice de casting de télé-réalité, donc qui choisissait des jeunes femmes et des jeunes hommes qui devaient jouer. Et elle racontait que parfois, même si... Parce que parfois on se dit c'est peut-être la prod qui a demandé à ce qu'il y ait recours à certains traitements, ce qui n'est pas le cas a priori. Et elle disait qu'elle était surprise parfois le premier jour du tournage de voir des jeunes femmes qui arrivaient avec les lèvres avec de l'œdème parce qu'elle s'était fait injecter quelques jours avant en pensant que c'est ce qu'on attendait d'elle et tout ça. C'est vrai qu'il y a, il y a comme... mais bon, on ne sait plus trop. Est-ce que c'est... Enfin, à quel moment c'est un peu un cercle vicieux qui a commencé c'est ça, je pense que c'est un truc intégré en fait, où on s'est dit c'est à ça que je dois ressembler si je veux passer à la télé, si je veux faire le buzz ou être connue. Et du coup, je pense que les personnes qui passent les castings anticipent c'est ça. le truc, quoi. Tes dessins sont très précis, on a vraiment l'impression parfois d'être au bloc opératoire. Ton graphisme, le choix des couleurs sont percutants. Tu utilises aussi beaucoup de couleurs rouges. Tu as assisté à une opération ou tu as regardé des documentaires ou séries pour... finalement, comment on choisit d'illustrer l'histoire qu'on a en tête ? Alors moi, j'ai regardé beaucoup Grey's Anatomy. Je suis une grande fan de Grey's Anatomy. Donc je le regarde à peu près tous les 2-3 ans. Je me refais toute la saison. Et en fait, vu que je connais un petit peu la série par cœur, je mets ça en fond pendant que je dessine. D'accord. Donc j'entends les gens qui parlent, mais je sais ce qui se passe et tout. Ouais. Et c'est vrai que du coup, l'esthétique un peu du bloc opératoire et tout, je pense que je l'ai un peu assimilé avec ce genre de série. Et j'ai regardé aussi quelques épisodes de Nip Tuck. Ah oui. Voilà, où j'ai fait un peu des captures d'écran de moments clés pour savoir est-ce que pendant une opération, en fait, la personne a, je sais pas, un masque à oxygène sur le visage, mais en fait, si elle se fait opérer le nez, comment ça se passe ? Est-ce qu'on lui cache les yeux ? Est-ce qu'ils ont des gants ? Des détails un peu comme ça. Après, dans mon dessin, c'est pas hyper réaliste. J'imagine qu'il y a des incohérences s'il y a un vrai... chirurgien regarde, mais c'est pas vraiment voilà, on sait même pas comment se passent les opérations finalement parce que c'est assez mystérieux dans le livre. C'est un peu quand même magique, on va dire. Donc c'est graphiquement c'est un petit peu plutôt comment les personnages qui vont subir les opérations projettent leur opération. Oui. Donc il y a 3 traitements différents aussi en fonction des personnages. Donc il y a le premier personnage d'Inès, elle a 19 ans et elle vient faire ce séjour pour justement changer son nez parce qu'elle a elle complexe dessus et elle veut quelque chose de naturel, elle sait que elle est vraiment là que pour ça, pas plus, etc. Et du coup elle a une image un peu floue de comment ça se passe une opération. Donc en tout cas son opération je l'ai représentée de manière très métaphorique avec des fleurs, donc des narcisses. Bon ça fait un peu référence au mythe de Narcisse, etc. Donc c'est un peu comme si elle savait pas exactement ce qui se passait et elle mesurait pas la gravité, enfin en tout cas l'impact sur son propre corps. Oui. Et elle sait juste qu'elle va s'endormir et se réveiller avec un nouveau-né, quoi, en gros. Et pour le personnage de Nadège, c'est beaucoup plus terre à terre où elle sait exactement ce qui va se passer. Donc on a un traitement très réaliste, on va dire, des opérations où on voit les instruments, etc. Et le troisième personnage, lui, a une envie en tout cas beaucoup plus artistique avec son corps. Donc lui c'est vraiment une performance, etc. Donc on a tout un vocabulaire très artistique comme si on était en train de sculpter un nouveau corps, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Et les couleurs aussi rappellent ça, parce que tu as parlé des couleurs, mais oui. Ouais, le rouge évidemment ça fait référence au corps, au sang, aux produits et tout qui se mélange, ça crée des ambiances, quoi. Et tu t'es inspirée d'influenceurs pour les personnages, j'imagine c'est un peu un mix. Ouais, il y a notamment pour le personnage de Tony, je me suis inspirée d'un influenceur américain qui s'appelle Levi Jed Murphy, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, il documentait un petit peu toutes ces opérations et il avait fait peut-être une 20aine d'opérations rien que sur le visage. C'était assez impressionnant. Oui, j'imagine. Donc plusieurs fois le nez, plusieurs fois la bouche, les fossettes, etc. Et puis il montrait tout en vidéo sur Instagram et en fait, je me suis dit, waouh, lui, c'est vraiment un projet. Je sais pas, tout son corps, en fait, y est passé. Et il y a quelque chose où je me demandais si c'était une histoire de complexe ou si c'était plus que ça.
Et je trouvais que le personnage était intéressant en tout cas. Oui. Donc Oui. voilà. Alors, c'est de l'anticipation, hein. Néanmoins, en te lisant, on se dit que tu tords à peine la réalité. On n'est pas loin de la série Black Mirror que tu évoques dans la présentation de ton éditrice. Et tu dis d'ailleurs que souvent la réalité nous dépasse. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus étonné, voire effaré quand tu as enquêté sur le sujet ? En fait, ce qui m'étonnait, c'était quand j'avais des idées par moi-même de choses qui pourraient se passer. Et quand je faisais des recherches sur Internet, je me rendais compte que ça existait déjà. Oui. Notamment le fait de se faire des injections de sang, plutôt voilà, du plasma pour régénérer les cellules et faire en sorte qu'on ait moins de rides et tout. Les masques au sang, ce genre de choses. Et récemment, j'ai vu qu'on injectait maintenant des graisses de cadavres. Donc on pouvait utiliser de la graisse de cadavre pour s'injecter ça. D'accord. Voilà. Et donc je me dis, ah ouais, donc là on en vient vraiment à utiliser même les corps qui sont plus vivants, quoi, pour se faire de l'argent sur le dos des vivants. Enfin, genre, c'est très bizarre. Et pareil, il y a tout ce qui est avec les biotechnologies, etc. Là, ça avance très vite. Et c'est assez effarant tout ce qu'on peut faire. Et en même temps, c'est positif parce qu'il y a toujours une recherche qui, de base, a un intérêt positif pour, modifier l'ADN, etc., pour éviter des maladies. Sauf que, évidemment, si on connaît le processus pour modifier l'ADN, on peut aussi le modifier pour changer la couleur des yeux ou ce genre de choses. Oui. Et là, ça devient plus problématique. Donc, quelle est la limite entre ce qui est souhaitable et ce qui est un petit peu extrême. Et moralement, éthiquement et tout, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu dis que tu as toujours été intéressée par ce qui a trait au corps, c'est-à-dire Oui, en fait, je trouve que le corps humain, il est fascinant et qu'il raconte énormément de choses. Il raconte beaucoup de choses de notre société, de notre époque. Donc, si on regarde un petit peu les différentes modes des corps au fil de l'histoire, on se rend compte que ça raconte des choses. Je vais prendre un exemple tout basique, mais par exemple, le fait d'être bronzé, à l'époque, c'était symbole de pauvreté parce que on associait ça aux personnes qui travaillaient dans les champs. Et quand il y a eu l'arrivée des congés payés, etc., c'était plutôt symbole de richesse parce que les gens pouvaient partir en vacances, se payer des vacances, etc. Donc c'était à l'inverse. Oui. Le même critère de beauté n'a pas la même signification. Oui. Et en fait, je trouve ça assez dingue de voir tout ce que ça raconte de la société. Et là, on est vraiment dans une société où on a tout conquis. Et la seule chose qui nous manque, c'est le corps humain. Donc là, en fait, on s'attelle à cette conquête. Et ça fait peur. Mais ça dit aussi qu'on vit dans une époque pleine d'images de partout. Et voilà, qu'on n'a plus vraiment de notion de ce qui est réel et irréel, parce qu'on se voit aussi avec des filtres à travers des écrans, etc. Et je sais que le Covid, par exemple, a impacté pas mal aussi les chiffres sur les personnes qui avaient recours à la chirurgie esthétique. Et voilà, du coup, ça raconte aussi des choses de tout ça, quoi. Est-ce que tu habites ton corps avec plaisir et sérénité, ou est-ce que tu as pu, par moments, comme tout le monde, ressentir une pression sur ton apparence physique, le poids des injonctions dont on parle beaucoup dans ce podcast ? Moi, j'étais adolescente dans les années 2000. Donc, je sais pas si c'est partagé par toutes les personnes qui ont grandi dans ces années-là, mais j'ai l'impression que c'était un peu l'avènement, on va dire, des corps. Il y avait les mannequins, Kate Moss, etc. et tout. On n'avait pas encore trop accès aux réseaux sociaux et tout ça. Il y avait des blogs à l'époque, un peu Tumblr, Skyblog, etc. Et c'était la mode des corps très très fins. Un peu comme aujourd'hui finalement, parce que ça revient pas mal, avec les tailles basses, les strings qui dépassent, Britney Spears, tout ça. Et les sourcils très épilés, enfin voilà. Donc je sais que j'ai grandi un peu dans ce truc-là. Et moi, j'avais pas du tout un corps qui correspondait à ces normes de l'époque très minces, etc. Et j'avais toutes mes copines qui mangeaient, qui pouvaient manger ce qu'elles voulaient, elles grossissaient pas du tout. Moi, je commençais à avoir de la poitrine, à avoir des formes. Et on faisait de la danse, de la gymnastique. Donc, on était juste au corps, en maillot de bain. J'étais quand même très souvent face à mon corps, face à mon reflet. Et je sais que j'ai une période où je l'ai très mal vécu. Et où ça prenait beaucoup de place, en fait, dans ma vie. Oui. Et plus je grandis, plus je vieillis aussi,
plus je suis sereine avec ça. Et j'ai complètement un autre rapport au corps. Maintenant, je l'écoute beaucoup plus. Je sais que mon corps, il me parle vraiment... Enfin, c'est assez impressionnant, en fait. Il me parle beaucoup. Et si je suis stressée, je vais pas avoir mes règles. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Si je perds mes cheveux, ça veut dire que... Et maintenant, je l'écoute beaucoup plus. Et en fait, je suis 10 fois plus sereine avec cette idée. Et vraiment, j'habite mon corps... en faisant du sport, et c'est vraiment pour soigner un petit peu le mental plus que pour avoir un corps parfait entre guillemets. Oui. Donc, surtout après cette enquête. Ouais. où tu t'es rendu compte que finalement ça ne s'arrête jamais. Donc bizarrement ça m'a fait relativiser quoi. Donc tu n'as jamais imaginé recourir au bistouri? Non, pas pour l'instant. Après voilà, faut jamais dire jamais hein, mais non, ça me tente pas trop. Et tant que je le vis bien comme ça, je touche du bois. Tu as beaucoup scrollé sur les réseaux sociaux et donc repéré le business, notamment des faux médecins. Tu l'évoques dans ta BD, ceux qu'on appelle les fake injectors. Toi, comment tu expliques qu'on puisse confier son visage ou son corps à un inconnu qui n'a aucune qualification? Enfin, c'est vrai que dit comme ça, on se dit mais qui peut aller? Et puis finalement, il y en a beaucoup qui consultent ce genre de non-médecins. Déjà, c'est facile, accessible, mais c'est surtout une question d'argent. Moi, je pense que les personnes qui ont recours à ce genre de personnes non qualifiées, c'est typiquement parce que ça coûte trop fois rien. Et parce qu'en général, justement, c'est un public jeune. Et la jeunesse, en ce moment, on va dire que c'est compliqué, quoi. On n'a pas vraiment de... Enfin, on voit l'avenir de manière assez floue, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'environnement, etc. C'est très... c'est pas positif, quoi. Et j'imagine que le fait d'avoir quelque chose de facile et de se dire qu'on peut quand même agir sur quelque chose, là en l'occurrence notre corps, parce qu'on n'a pas vraiment la main sur le reste, donc sur l'environnement, le travail, c'est tout à fait ça parce que l'anthropologue David Le Breton, qui a beaucoup travaillé sur le corps, le rapport au corps, lui il dit que c'est une des dernières choses, enfin la dernière chose qu'on peut contrôler, sur laquelle on peut agir, c'est son corps. Donc c'est pas complètement étonnant que finalement on en soit là et qu'on essaie de le sculpter, de le modeler et quand on le fait, c'est souvent en tenant compte des normes ambiantes. Ouais. C'est rare qu'on essaie de... J'avais lu des articles là, qui parlaient du looks-maxing. Ça vient d'un mouvement masculiniste où c'est les hommes qui essaient de maximiser leur apparence pour avoir du succès entre guillemets dans la vie, quoi. Et en fait, il y a une personne qui avait enquêté là-dessus et qui expliquait, je ne sais plus son nom, mais elle expliquait que... justement, en fait, ces hommes-là n'avaient pas accès à la sexualité ou en tout cas aux relations avec les femmes. Donc, ils avaient recours à ce genre de pratique, donc, c'est-à-dire se taper avec le marteau sur les mâchoires pour qu'elles soient plus saillantes, faire tous les matins froncer les sourcils pour avoir un regard de chasseur et pas un regard de proie. Enfin, il y a vraiment plein de règles comme ça avec des codes et des noms. C'est tout un monde. Hein. Et en fait, elle expliquait qu'ils avaient recours à ça parce que justement, professionnellement, peut-être ils n'avaient pas, ou financièrement en tout cas, ils ne pouvaient pas avoir la belle voiture, la belle montre, etc. pour séduire les femmes ou pour avoir du succès ou pour avoir un travail qui serait valorisé dans la société. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de se raccrocher à ce qu'ils peuvent et du coup faire tout un tas de manipulation, je sais pas, d'appuyer sur le palais avec les doigts pour avoir une forme de mâchoire plus saillante. Se couper les cils aussi. Mais c'est assez intéressant de voir que il y a quelque chose un peu du désespoir, quoi. On se dit, ok, si je modifie quelque chose sur mon corps, peut-être que ça va tout changer, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un côté un peu magique, comme si notre apparence physique, finalement, puisque c'est quand même aussi quelque chose qui nous met en relation avec les autres, en tout cas via leur regard, comme si le fait de le modifier, ça pouvait avoir un impact sur différentes parties de notre vie. Et souvent, justement, quand on recourt à la chirurgie esthétique, c'est pour ça qu'il faut s'interroger sur ses attentes, parce que les attentes,
c'est technique, une opération de chirurgie esthétique. On intervient sur une zone avec un scalpel, on coupe, on recoud, et ça va modifier cette zone. Ça ne va pas faire qu'on va rencontrer le prince charmant ou qu'on va avoir le job de ses rêves le lendemain. Exactement. Mais ça paraît caricatural. Mais derrière, il y a toujours un peu cette idée que peut-être ça pourrait marcher pour plus que juste transformer cette partie du corps. Mais il y a ça, il y a aussi maintenant les injections qui sont un peu la réponse, on va dire, magique à tout ça. C'est qu'on n'a plus besoin d'ouvrir le corps et qu'on peut modifier pas mal de choses avec une petite piqûre, entre guillemets. Et du coup, les gens pensent que c'est moins invasif. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'elles ont recours à des personnes qui ne sont pas forcément qualifiées pour le faire. Et même là, tout à l'heure dans le métro, j'ai vu une pub de pilules pour maigrir. Ah. Je me suis dit, ok, ça y est, on y est. Oui, de nouveau. Et la pub, ça disait, si vous voulez maigrir plus vite, vous pourrez venir la chercher en courant ou un truc comme ça. Et j'étais là, ok. Ouais, c'est fou. Hein. Alors, qu'est-ce qui t'interpelle le plus dans cette quête de perfection ? C'est le temps, l'argent, l'énergie dépensée, le risque de perdre son identité, puis finalement, on va peut-être tous se ressembler ? C'est un peu tout ça, mais c'est surtout, moi je me suis rendu compte en écrivant ce livre du temps qu'on perd à vouloir chercher à être parfait. Et en fait, tout ce temps qu'on consacre à ne pas s'aimer et à vouloir être mieux et à se considérer comme work in progress tout le temps, en fait, on n'est pas en train de vivre, quoi. Donc on est en train juste de vieillir tout en courant après le fait de ne pas vieillir. Oui. Enfin, c'est un peu contradictoire comme ça. Et en fait, je me suis dit qu'on était facilement enfermé dans le complexe. Sans spoiler un petit peu ce qui se passe dans mon livre, c'est un peu un engrenage dans lequel on sait qu'on rentre, mais on ne sait pas quand on sort, quoi. Oui. Donc, c'est plutôt ça, moi, le rapport au temps qui me questionne beaucoup. Et surtout, depuis que j'ai eu 30 ans, je crois que ça m'a fait un petit choc. Je me suis dit, en plus, j'ai passé 3 ans à écrire ce livre. Et je me suis dit, est-ce que moi-même, je suis pas en train de chercher la perfection à vouloir faire un livre, toujours mieux, avec toujours plus d'actualité ou de... Enfin, voilà. À un moment, il faut s'arrêter et il faut accepter qu'il existe comme il existe. Mais il est très bien, en tout cas j'encourage les auditeuristes à aller lire parce que franchement, il est vraiment chouette ce livre et il pose beaucoup de questions et puis la façon dont tu l'illustres et tout, il y a aussi quand même une distance parfois, j'allais dire presque de l'humour parce que même les chiens ont recours à la chirurgie esthétique dans ton ouvrage. Alors il y a un trio de chiens il y en a toujours un qui a un bandage ici ou là. Et alors c'est pure imagination ou en faisant ton enquête, t'es tombé sur des propriétaires qui faisaient faire de la chirurgie esthétique à leur animal pour qu'il soit parfait. Et ça j'ai pas vu, mais je suis sûre que ça existe. Oui, puisque la réalité dépasse toujours. Ouais, non mais c'est vraiment les petits chihuahuas, je sais pas pourquoi les gens les ont souvent par 3. Et je trouve que c'est vraiment un petit animal, je sais pas, qui va très bien dans le. Ah non, mais ils sont formidables. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air contrariés d'avoir ces bandages et tout. Ils ont un sourire. Ouais. Donc, on l'a un peu évoqué, mais il y a parfois un côté gore dans ta BD. Tu vas parfois très loin dans ce qui pourrait devenir la traque du moindre défaut. Il y a des aberrations actuelles qui s'en approchent particulièrement ou... Tu en as cité quelques-unes tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a d'autres ? C'est vrai qu'il y a des choses qui font référence à l'horreur. Après, le côté horrifique dans mon histoire est un peu gore. C'est aussi pour parler de la détestation de soi, quoi. Oui. Et montrer un petit peu comment l'héroïne, notamment, se voit. Et en fait, les personnes qui souffrent notamment de dysmorphophobie ne se voient pas telles qu'elles sont. Et en fait, un petit défaut va prendre toute la place et va prendre une ampleur exagérée. Et c'est aussi ce que permet la bande dessinée, c'est d'exagérer les choses. Et ça permet aussi de montrer graphiquement des questionnements. Par exemple, le fait qu'elle se tartine de crème, de produits au début. Et finalement, ça coule de partout. Et puis, on ne sait plus qu'est-ce qui est du corps, qu'est-ce qui est du produit. Et j'aimais bien en fait ce doute. En fait, on devient le produit et c'est une espèce de... On se marie avec ce qu'on se tartine dessus, quoi. Oui.
Ouais, elle est dépassée même par ça. Et, et nous-mêmes, quand on la regarde, on se dit oui, il y en a peut-être un peu de trop, il faut peut-être arrêter. Ouais. Donc il y a ça, et puis elle a monté un petit peu des images un peu gore, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est un petit peu aussi pour montrer comment chaque personnage voit son opération, et en fait, au fur et à mesure du livre, on rentre de plus en plus dans l'intérieur de ce lieu, quoi, et de son fonctionnement, et on se rend compte un petit peu des dessous de tout ça, quoi. Ouais, c'est glaçant, ça. Ouais. Mais c'est bien, c'est ça qui est bien. Il y a quand même un de tes personnages finalement qui a cessé sa quête de perfection. Alors elle est devenue lucide. Est-ce que ça peut finalement, oui, on peut prendre conscience, heureusement, que parfois on est peut-être amené à désirer des choses qui ne vont pas nous satisfaire. Oui, ce personnage, je le trouvais intéressant à développer parce que c'est quelqu'un qui est dans le lieu depuis très longtemps et du coup veut en sortir, ou en tout cas a arrêté. On ne sait pas trop si elle a abandonné sa quête de perfection ou si elle a eu un espèce de déclic. Et ouais, ça pose question sur, en fait, même si on prend conscience qu'on est allé trop loin ou qu'on ne l'a pas fait pour les bonnes raisons, ça peut impacter d'autres pans de notre vie, en fait. Est-ce que si on arrête ou si, je sais pas, on sort de cet engrenage, ou pour mon personnage de ce lieu, est-ce qu'à la sortie, on va encore avoir nos repères, nos amis, tout ça, qui on est aussi, si on n'est pas quelqu'un de complexé, qui on est, parce que c'est facile d'être en tout cas dans une posture où on a l'impression qu'on n'est jamais parfait et que du coup, c'est comme si on était en construction et on se présente au monde comme si on n'était pas vraiment nous-mêmes. Oui, puis cette quête, en fait, finalement, c'est aussi... ça occupe la vie, c'est central dans la vie. Donc c'est vrai que si on la retire, qu'est-ce qui reste? Ça veut dire qu'il faut trouver un autre objectif à sa vie, il faut, c'est exactement ça. Vivre avec soi-même tel qu'on est et pas tel qu'on se projette. Donc c'est... Quel est le sens de notre vie, finalement, si on n'a plus d'objectifs ou de projets? Enfin, la quête de la perfection en général, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la vie sentimentale, de la famille, du corps. Enfin, je pense qu'on est constamment dans cette quête de toujours plus, toujours plus. Et quand on arrête tout ça, c'est là où se posent les vraies questions, quoi. Oui. Où on est face à soi-même. L'objectif de cette BD, c'est que plus personne n'aille se faire opérer ou injecter? Non, je pense que ça, de toute façon, c'est inévitable. Et moi, je suis pas là pour dire qui doit faire quoi. C'est plutôt pour critiquer, ou en tout cas, pas tant pour critiquer, plutôt pour que les gens se posent des questions sur tout l'envers du décor et des conséquences que ça peut avoir. Et comme dit, c'est pas tant la chirurgie esthétique en soi, c'est plutôt notre rapport personnel et la quête de la perfection et notre manière de consommer et tout. Et en fait, il y a un peu une double lecture, quoi, dans ce livre. Là, je parle à travers la chirurgie esthétique, le corps, etc. Mais ça pourrait être un autre sujet et on pourrait lire tout ça de manière métaphorique. Mais non, ouais, je pense que ça... Je sais pas si ça va dissuader des personnes, hein, mais en tout cas, si c'est le cas, j'aimerais bien qu'elles m'écrivent. Ou c'est aussi peut-être qu'on y aille, mais enfin, quand on a envie d'y aller, qu'on y aille, mais de manière un peu plus avertie. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, il faut se poser la bonne question, quoi. C'est est-ce qu'on le fait pour soi, est-ce qu'on le fait pour les autres, et à qui on fait confiance, et à qui on donne notre corps, parce que notre corps, c'est notre vie, et c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on possède, quoi. C'est pas un objet, c'est quelque chose qui fait partie de nous, et on est du verbe être, un corps. Donc voilà, quoi, c'est faire ça en pleine conscience, et on... Alors, on arrive à la fin de l'interview. Lucie, tu as envie d'ajouter quelque chose ? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Mais ouais, je dirais vive les corps humains. et voilà, hein, aimez-vous comme vous êtes, que vous soyez avec des crèmes, avec des injections ou avec tout ce qui est de plus naturel. On aurait pu l'évoquer d'ailleurs parce qu'il y a eu tout ce courant du body positive, mais je ne sais pas comment toi tu as vu ça sur les réseaux sociaux qui encourageait justement à s'accepter comme on est. Oui, le body positive c'est passé super vite et en même temps, moi j'étais trop contente qu'il y ait cette... on va dire que c'est une mode. Hein, oui. Parce que de toute façon il y a des modes sur le corps, donc
ce mouvement en tout cas qui nous poussait à nous accepter tel qu'on était. Enfin, ça existe encore, je vais peut-être pas parler au passé. Mais en parallèle, il y a eu aussi le mouvement de la chirurgie esthétique un peu extrême. Oui. Avec l'arrivée de Kim Kardashian, les fesses extra larges, etc. C'était un peu en même temps, on va dire. Et du coup, c'est très bizarre parce que c'est c'est comme si en fait les deux se répondaient, mais dans le sens contraire, quoi. Et au final, je sais pas là à quoi vraiment on est revenu. Je crois qu'on est revenu à un retour au naturel. Plus, oui. Donc on a enlevé un petit peu toutes ces exagérations de chirurgie esthétique qui étaient à la mode avant. Mais pour autant, il faut que les opérations fassent un effet naturel. Donc il faut pas que ça se voit, comme dans les années 2000, ouais, si c'est ça, avec où c'était vraiment la beauté un peu plastique et tout. Là maintenant, c'est comme le maquillage un peu no make-up là. Oui, make-up, no make-up. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on fait des choses, des opérations, etc. Mais par contre, on va dire non, j'ai pas eu de chirurgie esthétique parce qu'il n'y a pas eu d'opération sur la table, mais par contre, il y a eu injection. Oui, c'est ça. Mais c'est de la médecine esthétique, donc c'est ok. Oui, c'est ça. Donc je peux dire que je n'ai rien fait. Voilà, c'est ça. On arrive à la question rituelle de fin d'interview dans ce podcast. C'est tu aimerais vieillir comment ou comme qui ? Moi j'aimerais vieillir en bonne santé. J'aimerais pouvoir faire des choses avec mon corps, pouvoir courir, faire du sport et être lucide. Avant j'aurais répondu quelque chose de plus physique. Oui. Et là c'est vraiment... en fait ce qui compte pour moi là c'est plus la santé et être capable de faire avec mon corps plutôt que de ressembler ou d'être ou d'avoir une apparence extérieure, quoi. Donc ouais, je parlerais plus de l'intérieur du corps, un corps en bonne santé, un mental frais et serein surtout. Oui. Merci beaucoup Lucie d'avoir partagé avec nous ton regard affûté d'illustratrice et d'autrice. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri. Vous avez recouru à la médecine ou à la chirurgie esthétique et vous souhaitez partager votre expérience ? Contactez-moi. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous et à vos écouteurs dans quelques semaines pour un nouvel épisode sans retouche.